rencontre avec Leila Chaïd. Leila Chaïd est une Palestinienne bien connue qui représentait les institutions palestiniennes auprès des institutions françaises et européennes pendant longtemps, puisqu'elle a été déléguée de l'autorité palestinienne de 1994 à 2005 et ensuite ambassadrice à l'Union européenne de 2005 à 2015. Mais bon, elle était engagée déjà depuis longtemps, depuis les années 67-68. Elle est née au Liban, à Beyrouth en 49. Elle continue d'être active aujourd'hui à sa manière, c'est-à-dire bien qu'elle soit officiellement plutôt en retraite, elle participe souvent à des rencontres, à des conférences, même si avec le Covid, on l'a moins vu fatalement directement dans certains espaces publics. Mais voilà, pour ce qui est du mois d'août 2020, les 15 et 16 août, elle était présente à la fameuse librairie Le Bleuet à Banon avec deux autres personnes, c'est-à-dire Laure Adler, la journaliste, et également Françoise Nissen, l'éditrice d'Actes Sud, qui était également ministre de la Culture, comme vous savez. Ces trois personnes qui planchaient sur le thème de la littérature comme recours, ce qui était indiqué dans le cadre d'une librairie, et donc qui évoquait souvent le rapport à la littérature et au conflit. Il y a eu également des lectures. On y reviendra dans d'autres circonstances, puisque maintenant on va se concentrer sur l'entretien avec Leila. Mais elle rappelle les circonstances, donc elle rappelle aussi pourquoi elle est venue, donc elle évoque cette rencontre du 15 août à la librairie Le Bleuet, et puis ensuite le 16, le lendemain, dans cette nouvelle cet espace viticole qui est à Viens, donc voilà, pas très loin de Banon. Donc on est entre les Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse. Donc on ne va pas tarder. Maintenant, on retrouve Leila Chaïd justement pour situer le contexte de sa venue dans les Alpes de Haute-Provence et dans le Vaucluse. C'est-à-dire que je suis là à l'invitation de trois amies belges qui sont Fabienne Verstraeten, ancienne directrice des Halles de Scarbeck, aujourd'hui psychanalyste installée à Marseille, Béatrice Delvaux, qui était la rédactrice en chef du journal Le Soir, qui est aujourd'hui aussi journaliste, et Sigrid Boucher, qui, elle, est romancière et l'ancienne directrice d'un centre de littérature génial, flamand et francophone, Passaporta, à Bruxelles. J'ai connu toutes les trois à Bruxelles pendant les 10 années de mon séjour là-bas comme déléguée de Palestine, et il se fait qu'elles sont dans ce que Fabienne appelle ce triangle entre Marseille et ici, Simiane et Banon, et Monnieu. Et donc, elles avaient imaginé il y a un an une très belle conférence qui réunirait des femmes écrivains de différents continents avec une très bonne librairie installée à Banon qui a eu un très grand directeur pendant des années et qui a été repris donc par un couple et leurs enfants plus récemment, et qui marche très bien, qui est un centre culturel, beaucoup plus qu'une librairie. Oui, le Bleuet, ça rayonne. Le Bleuet, c'est une institution. Chaque fois que j'ai dit aux gens que j'allais, moi j'étais jamais venue au Bleuet, je ne connaissais même pas Banon, et chaque fois que j'ai dit, les gens ont dit, mais c'est un endroit merveilleux, on prend la voiture spécialement pour aller acheter nos livres là-bas. Et effectivement, c'est un centre culturel, un centre de réflexion. Et aujourd'hui, avec ce que nous vivons entre la déstabilisation politique de notre cher Monsieur Trump, la guerre lancée par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite au Yémen et en Libye, l'extrémisme raciste du gouvernement israélien qui continue à grignoter sur le territoire palestinien, le corona qui est venu vraiment faire l'apogée d'une crise sanitaire mondiale, nous avons besoin d'intelligence, nous avons besoin d'outils pour comprendre ce qui nous arrive. Nous sommes dans une destruction de l'environnement, de la nature, de la planète. On va peut-être bientôt être littéralement emporté par la fonte des eaux dans le monde. Et le monde politique est absolument inconscient et irresponsable face à ça. Ils vous font des propositions pour dans 20 ans, dans 30 ans. On n'a pas les moyens d'attendre tout ce temps-là. Parce que le sol se dérobe sous nos pieds à cause de
la destruction de la planète. Et donc, pour toutes ces raisons-là, elles ont décidé que même si elles ne pouvaient pas, à la demande de Marc, le directeur de la bibliothèque, de la librairie Les Bleuets, faire la rencontre des écrivaines cette année même, comme c'était prévu, le 15-16 août, elles ont décidé que, étant donné qu'il y a 3 des personnes qui les ont soutenues pour ce projet, qui vivent en tout cas là, à cette période de l'année, qu'on ferait une conversation à 3, quitte à laisser à l'année prochaine, avec Marc et Les Bleuets, la rencontre des femmes écrivains. Et donc, c'est comme ça qu'elle nous a demandé, à moi, Laure et Françoise, il se fait qu'on est 3 amis, de venir ce week-end. Et nous avons abouti, on a atterri dans ce lieu magnifique où on fait l'entretien, toi et moi, et qui est les Davides. Ouais. Et moi, j'ai été bouleversée parce que, moi, comme une imbécile, je pensais que les Davides, c'était une maison d'hôtes. Parce que j'ai passé 5 jours à Simiane et puis je suis venue pensant que je changeais de maison d'hôte. Et arrivée ici, j'ai découvert que c'est une magnifique exploitation agricole créée à partir de rien par sa propriétaire, Sophie Leclerc, qui est belge, qui est une femme d'entreprise qui a fait des choses très importantes dans son pays, qui continue à les faire, mais qui un jour a eu envie de revenir à la terre, elle qui n'avait jamais rien planté. Elle a acheté ces 20 hectares qui étaient surtout du pâturage pour les chèvres et rien n'était planté. Et elle a commencé par un petit vignoble, puis un deuxième, puis un troisième. Et là, elle vient de construire un magnifique chai, qui sera ouvert au public d'ailleurs, et qui a décidé de nous accueillir comme si on était ses amis de toujours. Or, elle ne nous connaissait pas, nous les 3, ni Laure, ni Françoise, ni moi. Et donc, on habite ici depuis 3 jours et on est reçus de manière tellement chaleureuse, tellement intelligente, elle est tellement proche de la nature. Elle produit du vin bio, elle produit tous les légumes qu'on a mangés qui sont bio. Et moi, je trouve que ce projet est magnifique parce qu'il allie l'amitié, la féminité, parce que comme par hasard, vous voyez, tous sont des femmes, à part Marc, le propriétaire de la librairie des Bleuets. Avec Isabelle. C'est que des femmes. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Vous savez, j'ai 71 ans. Je n'ai plus envie d'aller à des conférences dans les universités ou dans des grands hôtels. J'ai plutôt envie de faire ce genre de choses. Ça veut dire d'écouter ma passion, d'écouter mon cœur, d'écouter mon intuition et d'aller vers des choses qui, à mon âge, me questionnent, me donnent aussi des ébauches de réponses. Et l'écologie est sûrement une des choses que j'ai découvert dans les dernières 10 années, qui m'a fait d'ailleurs voter pour les écolos et qui me fera essayer d'encourager des écolos en Palestine. Parce que moi-même, j'ai compris la gravité de ce que nous faisons à la nature au fur et à mesure que j'ai vécu en Europe. Malheureusement, dans notre monde oriental, il y a très peu d'écolos. Et donc, peut-être que les seuls qui sont là, c'est en revenant de leur exil au Canada, en France et ailleurs, qu'ils ont ramené des idées écologistes. Oui, ce qui est compréhensible aussi, parce que il y a des priorités qui s'imposent, il est difficile de prendre toutes les causes. Pourquoi l'occupation militaire et les guerres sont destructrices? Parce qu'il ne reste pas la place à autre chose. Lorsque votre souci quotidien est de survivre à l'occupation militaire en Palestine, ou à la guerre comme au Yémen, ou à la destruction par un régime fasciste comme en Syrie, vous avez le temps de réfléchir à l'écologie, vous réfléchissez comment vous allez protéger vos enfants des bombes. Et c'est ce qui arrive en Syrie, au Yémen, en Palestine, en Libye. Et donc, c'est réducteur de l'intelligence humaine, parce que la seule chose à laquelle ils pensent, c'est comment prendre leur baluchon et fuir. Aujourd'hui, 2/3 de la population syrienne est en exil, dont au Liban, seul 1,5 million. Et les Palestiniens, c'est pareil. Nous, on est 12 millions et il y en a plus de 6 qui sont en exil. Et il n'y en a que 4 qui vivent en Palestine. Oui, et au Yémen, quand on porte des jugements sur les méthodes de résistance ou de révolte pacifique ou violente, c'est souvent de manière distancée, alors que c'est souvent le vécu des gens qui les font basculer dans un sens ou dans l'autre. Moi, je pense que la violence, je pense exactement comme Jean Genet. Jean Genet avait écrit un texte magnifique en première page du Monde. Violence et brutalité.
Et pour lui, la violence est malheureusement un phénomène normal qui est déjà au moment de la naissance. C'est de la violence sur la mère, de sortir un bébé de ses entrailles. Il y a violence, mais elle est une violence qui donne la vie. La brutalité, c'est totalement arbitraire et c'est très violent. Et donc, le monde bien pensant, le monde de ce qui est politiquement correct, parle tout le temps de violence. Comme si l'État ne pratique pas de la violence sur les citoyens, si comme les plus forts ne pratiquent pas de la violence sur les plus faibles, les riches sur les pauvres, et les classes aisées sur les intouchables. Il y a de la violence malheureusement partout. Mais la brutalité, elle est totalement arbitraire, fortuite, et elle est volontaire. Et donc, je pense que réellement, dans les situations de résistance, qu'elles soient en France avec les Gilets jaunes ou avec tous les mouvements écologistes, avec tous ceux qui rejettent la brutalité de la police, ou aux États-Unis, lorsqu'on tue tous les citoyens uniquement parce que leur peau est noire, ou au Yémen, qui n'a jamais fait de mal à personne, où on a détruit un pays parce que M. Mohammed Ben Salman veut se montrer un grand héros avec M. Mohammed Ben Zayed, ça veut dire le cheikh des Émirats arabes, le dauphin des Émirats arabes unis et le dauphin de l'Arabie saoudite, avec le soutien du Bahreïn et surtout des Américains. Ça, c'est pas de la violence. Les Américains, c'est pas de la violence. La bombe atomique, c'est pas de la violence. Je veux dire, c'est ridicule de parler de violence lorsqu'il s'agit des malheureux peuples qui résistent à l'occupation militaire, comme nous, par exemple, les Palestiniens. Et de ne pas parler de la violence. Ce qui s'est passé à Beyrouth, c'est pas de la violence. Et c'est un État qui a laissé pendant 6 ans 2750 tonnes de nitrate d'ammonium en plein centre-ville, parce que le port de Beyrouth, il est dans le centre-ville, puisque Beyrouth est une péninsule qui rentre dans la mer, et j'habite là-bas. Et le port, il est au bout de cette pointe qui est Beyrouth. Et donc, c'est comme si tu mettais une bombe, je ne sais pas moi, dans le Marais, ou l'île de la Cité, en France, à Paris. Et c'est beaucoup de violence de la part de l'État à l'égard de ses propres citoyens. Elle a d'ailleurs démoli un tiers de la ville de Beyrouth, cette bombe. Et donc, pour toutes ces raisons, nous sommes, en tout cas moi, je suis venue et je suis très contente d'être venue parce que j'ai trouvé que la qualité du dialogue, de la réflexion, de l'écoute des gens qui ont assisté les 2 jours à notre réflexion, la lecture de Didier Flamand, magnifique, de ces textes que nous avons choisis, chacune d'entre nous, étant donné que le thème était la littérature comme recours. Oui. Pourquoi nous pensons que la littérature est un recours? Comme lecteur et comme auteur. Moi, je suis lecteur, elles sont auteurs et éditeurs. J'ai trouvé que c'était d'une très grande qualité et je suis très heureuse d'être là. Surtout que ça va tellement mal aujourd'hui du côté de là d'où je viens. Ça veut dire la Palestine, avec cette encore nouvelle traîtrise de la part des Émirats arabes unis qui ne sont rien, qui sont, comme dit le fils de Edward Saïd Wadia, ils sont un centre commercial détaxé d'un aéroport sur le chemin de l'Inde et du Japon. Parce que c'est comme ça que Dubaï est connu, pour avoir été un centre, continuer à être un centre de commercial de vente. Et qui vient de faire un accord Israël et qui prétend, elle et M. Trump et M. Netanyahou, qu'ils ont signé un accord de paix historique, s'il vous plaît. Historique. Et en quoi il est historique? Parce qu'il n'a même pas demandé aux Palestiniens leur opinion et que dans cet accord, on ne parle même pas des Palestiniens. On parle du fait qu'on va établir des relations diplomatiques totales entre les Émirats arabes unis et Israël, qui ont des relations secrètes depuis plusieurs années, mais on s'en fout. Mais surtout, Trump veut pouvoir montrer quelque chose dans sa campagne électorale qui justifierait un succès quelconque sur le plan diplomatique. Or, il n'en a aucun. Donc maintenant, il veut nous faire croire que celui-là en est un. Mais ça ne passera pas. Mais ça n'enlève rien à la douleur que suscite un acte comme celui-là dans le cœur des Palestiniens, parce que c'est des frères arabes. C'est pas des Chinois qui font ça. C'est pas des Scandinaves, c'est les plus proches. Ça veut dire d'autres Arabes. Mais le Golfe est un autre monde arabe. Ce n'est ni la Syrie, ni l'Irak, ni la Jordanie, ni le Liban, ni l'Égypte, ni le Maroc, ni la Tunisie, ni l'Algérie, ni la Libye, ni la Mauritanie. C'est un monde qui, pour moi, est comme Walt Disney. C'est comme un artifice. C'est-à-dire que le pétrole que le bon Dieu a envoyé dans cette région du monde a été accaparé depuis le début par les grandes compagnies pétrolières américaines. Et c'est
ces entreprises américaines ont fabriqué une société à l'américaine qui a un soi-disant discours islamiste. Vous voyez le dauphin saoudien dire qu'il est le protecteur des lieux saints. Quel protecteur? Toutes les femmes qui essayent juste de s'exprimer, de conduire une voiture, de travailler, de ne pas mettre un voile, sont en prison, torturées, de toutes les classes sociales. Il déclenche une guerre contre le Yémen en prétendant qu'il va faire la guerre aux Houthis, qui seraient des Iraniens. Ils ne sont pas du tout Iraniens. C'est des Yéménites chiites, comme il y a des Yéménites sunnites. La première partie de cet entretien avec Leïla Chaïd à propos de cette invite qu'elle a eue avec Laure Adler et Françoise Nyssen à propos du rôle de la littérature, du besoin d'intelligence face aux crises complexes qui nous heurtent à l'heure actuelle, à propos des problèmes récurrents au Moyen-Orient, des crises actuelles, de celle du Yémen dont elle nous parle présentement, du fait que les Émirats arabes unis sont très offensifs pour intervenir dans, par exemple, le contexte du Yémen contre les Yéménites Houthis, comme elle dit, qui ne sont pas des instruments des Iraniens, contrairement à ce qu'avancent ceux qui essaient de les réduire, de réduire leur guérilla. C'est une question d'enjeu de pouvoir, de territoire, d'accès à la mer, etc. Donc des enjeux qui sont assez rationnels finalement. Et il y a un gros déséquilibre dans ce conflit, et c'est vrai qu'on le connaît mal ici en France. Donc c'est intéressant que Leïla Chaïd rappelle cette histoire. Et les Émirats arabes unis jouent un rôle qu'on sous-estime aussi pas mal dans le contexte des révoltes arabes depuis ce qu'on a appelé les printemps arabes depuis 2011, parce qu'avec l'Arabie saoudite, ils sont particulièrement actifs du côté des pouvoirs en place en général contre les pulsions révolutionnaires. Donc on continue sur ce chapitre-là avec Leïla Chaïd. Que c'est une internationale américaine, israélienne, parce qu'ils ont beaucoup d'intérêts en commun. Et leur premier intérêt, c'est de faire la guerre à l'Iran. Pas que j'aime le régime des moullas. Je déteste tous les régimes religieux. Mais l'Iran n'a pas, à ma connaissance, déclaré la guerre ni à l'Arabie saoudite, ni aux Émirats arabes unis, ni au Bahreïn. Or, eux, ils sont hantés par l'idée, parce que c'est la devise américaine, qu'aujourd'hui, le nouveau danger au Proche-Orient, c'est l'Iran. Bon, l'Iran a des alliances, bien sûr, avec le Hezbollah, avec le régime en Irak, comme toutes les puissances, comme la Turquie a des alliances avec les sunnites, avec le Qatar et avec les frères musulmans. Ce n'est pas une raison pour aller détruire le pays. Ouais. Or, les États-Unis ont été pendant tellement longtemps habitués à exister de par leur hégémonie militaire qu'après le passage d'Obama, qui a essayé de faire une réconciliation avec les Européens, avec l'Iran, à travers un traité sur les restrictions nucléaires. En 2015. Trump l'a foutu en l'air en retirant la signature des Américains et en menaçant les Européens que ceux qui traiteront commercialement avec l'Iran seront bannis du marché américain. Ça, c'est de la violence. C'est pas ceux qui prennent les armes en main pour se défendre. Ça, c'est de la violence. Et l'Union européenne est aujourd'hui tellement divisée entre Est et Ouest, entre gouvernements de droite et de gauche, qu'elle n'arrive pas vraiment à compter sur la scène internationale. Donc on est livré vraiment aux Américains, aux Israéliens, au régime du Golfe qui veulent une guerre contre l'Iran. Et moi je pense que c'est très dangereux sur le plan mondial. Plus bien sûr que ces pays du Golfe, comme on a dit, que moi j'appelle Walt Disney, ou McDonald's, ce que vous voulez. Des chevaux de Troie un peu. Ah oui, ce sont, bien sûr, parce qu'ils ont été créés pour ça. Parce que qu'est-ce que c'est les Émirats arabes unis? Personne ne sait. Les gens me demandent. Je dis, c'est cette petite cheikhdom, c'est des petites entités dirigées par des cheikhs qui n'ont pas vraiment des composantes d'autonomie, d'indépendance économique ou sociale ou historique. Des petites sociétés qui ont été créés par les Britanniques ou les Américains autour de puits de pétrole et qui ont pratiquement livré leur sort aux Américains ou aux Britanniques.
Principalement parce qu'ils avaient du pétrole et du gaz. Et ce pétrole et ce gaz n'a jamais servi vraiment à la population parce que la population indigène réelle est très, très minoritaire. Et la vraie population, c'est tous les malheureux travailleurs émigrés qui viennent de l'Inde, de Thaïlande, du reste du monde arabe pauvre, comme l'Irak ou le Liban ou la Palestine. Et donc, il y a un enjeu de civilisation. Au-delà du discours idéologique, les enjeux sont vraiment civilisationnels. Et donc, il faut à tout prix que... c'est pas seulement pour la Palestine que c'est honteux que les Émirats arabes unis se prennent pour une grande puissance qui signe un accord historique. C'est très grave pour toute la région de la Méditerranée, qui est quand même un berceau des civilisations. Et ce petit pays qui est fait avant tout de capacités commerciales, parce qu'ils n'ont pas de pétrole et de gaz. C'est les autres qui en ont, mais ils leur donnent. Ils ont bien sûr créé ce point de chute sur le chemin de l'Asie pour l'aviation, pour le commerce, pour l'exportation. Et ils sont les alliés. Je veux dire, la France vend des armes à Abu Dhabi. Bien sûr. Oui. Elle arme Abu Dhabi, laquelle Abu Dhabi, donc les Émirats arabes unis, utilisent ces armes contre des pauvres citoyens yéménites. C'est honteux. C'est honteux. Alors, Macron se croit obligé de dire quel acte courageux qu'ils ont reconnu Israël et qu'ils veulent faire un accord. Quel courage! Quel courage! Le courage, c'est les Palestiniens qui ont du courage, qui continuent à vivre sur leur terre malgré toute la répression. Oui, les HAI de la position d'Emmanuel Macron par rapport aux Émirats arabes unis est inversement proportionnelle à celle qui a été adoptée par exemple lors de son passage au Liban, où là, il avait une certaine liberté de critique des autorités en place, mais ça signifiait quoi? Moi, je trouve que ça... Non, combien je suis critique à l'égard du président Macron sur ce qu'il a dit sur l'accord historique, soi-disant historique, ce qui est ridicule, ça fait rire les gens même au Quai d'Orsay. J'ai trouvé qu'il a été fantastique au Liban. Pourquoi? Au Liban, il y a eu, à partir d'octobre, une crise financière, je ne veux même pas dire économique, parce qu'il n'y a pas d'économie au Liban. Le Liban vit sur une bulle financière fabriquée complètement artificiellement, comme exactement Madoff. Et ça s'est écroulé d'un coup, et la livre libanaise a perdu plus de 80% de sa valeur. Donc imaginez un petit enseignant qui gagne $800 par mois, parce qu'il enseigne dans un lycée, maintenant il gagne $100. $100 ne peut même pas payer l'essence de sa voiture et ses cigarettes. Et il y a ça depuis octobre. Ça veut dire que tu ne peux plus, aujourd'hui, utiliser des dollars, même si tu as, disons, $500 à la banque, tu n'as pas le droit de le toucher. On te donne que des livres libanaises qui n'ont plus aucune valeur. C'est comme ce qui s'est passé au Venezuela. Et donc, nous sommes devenus, en l'espace de 7 mois, une Somalie. Puis est arrivé le Corona. Corona, qui a été une crise mondiale, sauf qu'au Liban commençait une révolte d'une jeunesse qui est contre le confessionnalisme, contre la séparation des femmes et des hommes, pour un État démocratique et laïque, et qui tous les jours manifestait de toutes les origines, de toutes les classes sociales. C'était magnifique. Et ils ont appelé ça l'intifada libanaise, pour rappeler l'intifada palestinienne. Ils sont restés dans la rue octobre, novembre, décembre, janvier, février. Mars, arrive le confinement à cause du corona. On leur dit interdit de manifester. Ça littéralement tire le sol sous leurs pieds. Puis arrive cette terrible irresponsabilité criminelle qui est la raison de l'explosion, dont on ne connaît pas totalement encore l'origine, mais on sait que ce champignon énorme qui a détruit un tiers de Beyrouth, il est dû à 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, qui est un fertilisant pour la terre, mais qui est aussi un ingrédient d'une fabrication de bombes, et qui était stocké depuis 6 ans dans le port de Beyrouth, en plein centre-ville. Et donc, cette explosion, on dirait que c'était les portes de l'enfer qui se sont ouvertes et qui ont déversé sur la ville de Beyrouth la malédiction des dieux de l'Olympe. Et ça a laissé les gens absolument abasourdis. La première personne publique qui a compris le choc émotif et le choc et la signification, il y a quand même 170 morts aujourd'hui, peut-être demain 250 morts, et plus de 6000 blessés, et un tiers de la ville détruite, dont la maison de mon neveu. Le premier, c'est Macron. Macron prend l'avion, il n'envoie pas seulement des secouristes aider avec les avions militaires français. Et lui, il y va. Il y va, il visite le site,
prend avec lui quelques journalistes, et puis il dit au gouverneur de la ville, je veux aller voir les quartiers qui ont été affectés. Il va donc à 2 quartiers qui s'appellent Jemmaïze et Mar Mkhaïl, qui sont à 90 ans détruits. Il se fait que c'est les 2 quartiers les plus belles vieilles maisons libanaises qui ont 100 ans. Et au début, les gens pensent qu'à côté du président français, il y a le président libanais. Mais l'autre, il a peur d'aller dans la ville parce que les gens le déchiqueteront pour avoir gardé pendant 6 ans le nitrate. Et surtout, parce que lui-même, le président Aoun, a dit, le 20 juillet, j'ai reçu une lettre des autorités du port qui me disait qu'il y a 2750 tonnes d'ammonium qui sont stockées, qui pourraient détruire Beyrouth. Et il n'a rien fait. Du 20 juillet au 4 août, ça veut dire pendant 2 semaines, il aurait pu faire évacuer ça. Et la ville n'aurait pas sauté. Les gens ne lui pardonnent pas. Et donc, il se rue sur la voiture du pauvre Macron, et puis il découvre qu'il n'y a pas de Aoun près de lui. Et Macron a tout de suite, parce qu'il est intelligent, il a tout de suite compris. Il a ouvert la porte, il est sorti, ses gardes du corps avaient peur pour lui parce qu'ils étaient les uns sur les autres dans la rue. Et il y avait non seulement la sécurité, mais l'infection du virus. Il a relevé ses manches, il a enlevé son masque, il s'est mis à leur parler. À leur parler comme s'il était un grand frère. Il y avait des femmes qui ont fait des crises d'hystérie parce qu'elles ont tout perdu. Il les a pris dans ses bras pour les consoler. Et il a trouvé les mots justes. Il a dit, je suis venu avant tout pour le peuple libanais. Pas pour cautionner ni un parti politique, ni un gouvernement, mais pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que nous, Français, moi, président français, je ferai tout pour vous aider, pour vous envoyer des secours, pour vous aider à retrouver une forme de normalité de vie, puisque la France, depuis 2 ans, a décidé d'envoyer avec les donateurs 11 milliards d'euros au Liban. Mais elle a demandé en retour des réformes qu'il faut exiger, parce que c'est honteux que ces réformes n'ont pas encore lieu. Pour l'électricité, pour les poubelles, pour les frontières, parce que c'est un État failli, le Liban. C'est un État rongé par la corruption et par la mainmise de partis politiques qui ont fait un État dans l'État. Voilà, Leïla Chaïd qui est née au Liban d'ailleurs, à Beyrouth, qui nous parle de son 2e pays en quelque sorte, de l'état failli, de la situation qui est vraiment terrible, qui s'est aggravée avec l'explosion que vous savez. Et on va y revenir, des différentes perversions qui minent l'évolution politique de ce pays. Auparavant, c'est vrai qu'elle soulignait aussi cet accord qui est donc qui correspond au moment où on fait cet entretien qui a eu lieu entre les Émirats Arabes Unis et Israël, et qui a quelque chose de grotesque dans le sens où, comme elle le dit, les Émirats Arabes Unis représentent quasiment rien. Simplement, voilà, ils sont un recours pour Trump, un instrument pour Trump pour essayer de faire semblant de vendre quelque chose à l'opinion publique qui ne doit guère être dupe pour une large partie d'entre elles. Voilà, et tout ça aussi dans le cadre d'une stratégie anti-iranienne. On va reprendre l'entretien, donc voilà, on parle du Liban, il y a la question des confessions qui se pose. Alors justement, elle fait un peu des mises au point, puisque peut-être que j'ai, pour ma part, un peu sous-estimé cette question, vu que les confessions, bon, c'est un vieil héritage du fonctionnement libanais, et j'avais plutôt l'impression que peu importe les structures, c'est surtout la manière dont les structures existantes ont été perverties par certaines élites qui sont déjà très impliquées dans la guerre qui a eu lieu au Liban dans les années 75-89 et qui ensuite se sont reconverties dans la spéculation, on pourrait dire, dans le pillage des ressources existantes. Mais elle pense aussi que ces structures elles-mêmes en tant que confession, dans le sens où le mélange religion et politique n'est pas heureux du tout. Comme le C'est Hezbollah. plus ça le problème, que le confessionnalisme en soi. On comprend que ce soit limité pour de jeunes générations qui sont transconfessionnelles, oui. Mais pour autant, c'est plus, on pourrait dire, la vampirisation des confessions, leur utilisation, la division, vous savez, non, Alex, la position d'élite que le système, que la structure elle-même, non ? Si demain en France,
on avait des partis qui représentaient les catholiques et les protestants et les juifs et les musulmans. C'est pas la même histoire. Oui, mais tout système basé sur un rapport entre des confessions, des religions, des sectes et la représentation politique ne peut qu'aboutir à ça. Toute forme. Alors pour transcender ça, ça va être énorme. Regardez l'Inde. Vous trouvez que Modi, c'est un démocrate? Non, mais il y a eu d'autres époques en Inde où ça allait mieux. Oui, mais justement, lorsque vous avez quelqu'un comme Modi, ça veut dire un homme qui a un racisme hindou à l'égard des musulmans, ça aboutit à ce que vous... Oui, c'est pour ça qu'il faut séparer la laïcité, c'est sacro-saint. Il faut séparer l'État de toutes les religions. C'est pas... Et donc, il n'y a aucune raison pourquoi il n'y a pas de chrétiens et de musulmans en Égypte, il n'y a pas de chrétiens et de musulmans en Palestine. On n'a jamais basé notre système en Palestine sur les confessions. Il y a des chrétiens et des musulmans en Irak, il y a des chrétiens et des musulmans en Syrie. Il n'y a pas de chrétiens et de musulmans en Afrique du Nord parce qu'il n'y a pas de chrétiens. Il y avait juifs et musulmans, malheureusement les juifs sont partis. En partie en Israël, en partie ailleurs. Et donc, moi, je suis contre tout. Et les gens qui ont manifesté dans la rue, ils veulent aucune forme de confession. Ils disent, la confession, la religion, c'est le choix personnel de chacun d'entre nous par rapport à lui-même. C'est dans l'intimité de la foi de chacun. On ne veut pas répartir le pouvoir politique sur des bases. Et d'ailleurs, c'est pas seulement confessionnel, c'est clanique et tribal. Oui. Vous trouvez que c'est normal qu'ils sont de père en fils là depuis 50 ans? Non, en fait, mais c'est le fruit d'une histoire. C'est-à-dire, c'est une montagne où des minorités sont réfugiées d'ailleurs. Non. C'est le fruit de la naissance de la nation libanaise, qui date comme par hasard à exactement 100 ans, c'était 1920, et c'était le général Gouraud et les Français. Moi, je parle du et temps de l'Empire ottoman. 2020. Non, mais en l'Empire ottoman, c'était pas confessionnel du tout. Pas du tout, puisque dans l'Empire ottoman, il y avait les juifs, les chrétiens. Moi, dans le conseil municipal de mon arrière-grand-père, le grand-père de ma mère à Jérusalem, Faïd el-Alami, dont elle parle dans son livre, ils avaient des juifs, des chrétiens et des musulmans, qui étaient membres de l'Empire ottoman et de la ville de Jérusalem, qui était un sanjak, ça veut dire une province, comme Damas était une province. Comme Beyrouth était une province. Et donc, comme Alep était une province. L'Empire ottoman est beaucoup plus laïque que les États-nations qui sont nés après l'effritement de l'Empire ottoman, parce que les puissances coloniales françaises et britanniques ont fabriqué des États qui servaient leur intérêt. Oui, qui du coup étaient homogènes au sein d'une entité, étaient homogènes du point de vue religieux. Non, pas nécessairement. Ça veut dire que en Syrie, en Irak, il y a eu des communautés chrétiennes, mais elles n'ont pas fabriqué un système confessionnel. Le seul endroit, parce que les Français ont pensé que c'était le pays où, à l'époque, les chrétiens étaient majoritaires, et donc il fallait faire une constitution non écrite où le président serait maronite, le président du conseil du gouvernement devrait être sunnite, le président du parlement devait être chiite, donc une répartition sur des bases confessionnelles. Et cette division, tu la retrouves partout, dans chaque ministère, dans chaque entreprise. Et ça, c'est du clientélisme de partis politiques qui ne représentent que leur intérêt communautaire. Et c'est une bombe à retardement. Elle a fini par s'écrouler comme un château de cartes. Et les manifestants, le mouvement du 17 octobre, comme eux-mêmes s'appellent, ils demandent l'abolition de ce système. Même maintenant, lorsque Macron leur dit « je vais œuvrer pour qu'il y ait des élections », ils lui disent « non, pas avant qu'on fasse une nouvelle loi où l'appartenance confessionnelle n'est plus inscrite dans nos cartes d'identité, où le mariage civil entre chrétiens, musulmans et druzes et juifs, ce qu'on veut, est permis. Il y a un mariage civil, pas seulement un mariage. Aujourd'hui, il n'y a qu'un mariage religieux. Moi, mes deux sœurs sont mariées à des chrétiens, je suis d'une famille musulmane. Il a fallu qu'ils aillent se marier à Chypre. C'est ridicule, comme en Israël d'ailleurs. Et donc, moi, je pense que la séparation est totale. Seulement, il y avait dans cette arrière-pensée de division confessionnelle au Liban, l'idée que le Liban serait le seul pays dirigé par des chrétiens. Et ça, c'est une politique coloniale qui ressemble un peu aux croisés. Elle est terminée, cette période. Même les chrétiens du Liban n'ont plus envie d'être une exception. Ils veulent être élus, bien sûr, ils veulent être élus, comme tout le monde, tous les politiques veulent être élus, mais pas sur des bases confessionnelles. Parce qu'il est terminé au niveau des stratégies des États. Il y a des chrétiens beaucoup plus intéressants que ceux qui sont au pouvoir. Je vous jure que Michel Aoun n'est pas le plus intéressant dans le pays. Il y a plein de maronites qui mériteraient d'être à sa place. Et donc, il y a une part d'une politique coloniale qui a favorisé un élitisme
à l'égard des maronites en particulier. Pourtant, dans le monde arabe, la majorité des chrétiens sont orthodoxes et pas catholiques. Il y a eu en Palestine une politique britannique en faveur des Druzes. C'est comme ça que les Druzes sont intégrés à l'État d'Israël. Ils ne le sont pas pour les chrétiens. Et ni pour les musulmans. Et donc, il y a eu une politique coloniale qui a chacun à favoriser. Même les malheureux yazidis en Irak ont été un peu pris sous l'égide, comme les Kurdes, des puissances étrangères. Et c'est les amis en porte-à-faux par rapport aux majorités. Nous sommes en train de sortir de cette ère. La colonisation est terminée et même le président français est d'accord qu'elle doit se terminer. Et vous allez voir le 1er septembre, lorsqu'il reviendra à Beyrouth, parce qu'il y aura tous les chefs d'État qui seront invités pour le centenaire de la naissance du Liban, du Grand Liban, parce qu'avant c'était la Grande Syrie. Le Liban, la Syrie, la Palestine et la Jordanie s'appelaient la Grande Syrie. C'est ça qu'elle était historiquement. Et c'était une province très riche de l'Empire ottoman. Nous sommes en train de payer la disparition d'un empire ottoman que les Européens ont dénigré comme étant, parce qu'il est en majorité musulmane, mais il était beaucoup plus démocratique que les États-nations qu'ils ont créés eux, avec une équerre et un crayon, avec des frontières totalement artificielles, qui ont mis la main sur le pétrole là où le voulaient et qui ont séparé des peuples comme le Sahara, par exemple, en Afrique du Nord. C'est pour ça que c'est très important pour ceux de vos auditeurs qui ont envie de mieux comprendre ce qui s'est passé. Lisez Henri Laurens, le plus grand historien français, qui a parlé de toute cette période où les États-nations ont remplacé l'Empire ottoman au Mashrek. Toujours la même partie, ça veut dire Égypte, Liban, Syrie, Irak, Jordanie, Palestine. Vous comprendrez combien un certain nombre de problèmes qu'on vit aujourd'hui au Liban et en Syrie et en Irak viennent de la constitution de ces États qui a un peu été téléguidés. Vous savez, il n'y avait pas d'État dans le Golfe. Ils ont fabriqué le Koweït et Oman et les Émirats et le Qatar, tout ça. Même l'Arabie Saoudite, ce n'était pas Al Saoud qui l'a dirigé. C'est les Hachemites qui sont devenus les rois de Jordanie plus tard, parce que les Britanniques les ont roulés. Donc, on ne peut pas éviter de parler d'histoire lorsqu'on parle du Proche-Orient. Est-ce qu'on peut éviter de parler de l'Algérie lorsqu'on parle de la France et de l'Algérie? Non. Et donc, c'est moins grave pour le Maroc et la Tunisie parce que c'était un mandat. Ce n'était pas une colonisation de peuplement comme la France en Algérie. Au Mashrek, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a l'État d'Israël qui a été un État volé aux Palestiniens par les Britanniques qui, normalement, comme mandataires, préparaient la Palestine à l'indépendance. Elles ont préféré favoriser ce qu'on a appelé dans la déclaration Balfour un foyer national juif en Palestine. Et ils nous ont appelé, nous, une minorité non juive. Or, le pays s'appelait Palestine depuis la Bible. Et les Anglais étaient là pour préparer une indépendance. Au lieu de ça, ils ont remplacé la Palestine par Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore résolu le problème. Tout ça s'est ancré beaucoup dans l'histoire et le plus grand historien sûrement de cette période est Henri Laurens et il faut le lire. Il a d'ailleurs 5 volumes qui s'appellent La question de Palestine, c'est comme ça qu'elle s'appelle aux Nations Unies. Mais il y a aussi des sociétés très dynamiques et pour moi les 2 sociétés civiles les plus éduquées, les plus dynamiques, les plus internationalistes et cosmopolites, c'est la palestinienne et la libanaise. C'est pour ça qu'elles sont résilientes, c'est pour ça qu'elles relèvent la tête. Les Palestiniens depuis 100 ans se battent et ils ne sont pas prêts à s'arrêter malheureusement parce qu'il y a en face des régimes israéliens de plus en plus racistes. Et il y a aujourd'hui une loi israélienne de l'État-nation qui dit que cette nation israélienne, elle est uniquement juive. Or, il y a 2 millions de Palestiniens, musulmans et chrétiens qui sont citoyens israéliens. Qu'est-ce qu'ils en font? Officiellement, des citoyens de seconde zone. Ils ont 15 députés palestiniens à la Knesset. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont par rapport aux députés juifs? Des sous-députés. Donc, ils sont en train d'entériner un état d'apartheid en Israël. Et il ne veut pas voir, parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir, M. Netanyahou. Il est prêt à déclencher une guerre contre l'Iran pour pouvoir gagner encore une fois les élections en Israël. Il est prêt à en faire une 4e en 2 ans. Nous sommes dans un monde de brutes, comme dirait Jean Genet, pas seulement de gens violents, de brutes. Et ces brutes sont Trump, sont Bolsonaro, sont M. Orban,
sont M. Netanyahou, sont l'émir des Émirats arabes et le prince d'Arabie saoudite, qui sont prêts à tuer des gens pour rester au pouvoir. Et il faut que les sociétés civiles trouvent moyen de s'unir entre elles, parce qu'on ne peut pas se laisser faire par des imbéciles qui croient que parce qu'ils ont le monopole des armes, les écraser. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur vendre des armes. Je suis choquée que la France vende des armes aux Émirats arabes unis qu'ils utilisent contre le Yémen. Oui. Lequel Yémen n'a fait de mal à personne, qui est un magnifique pays où j'ai résidé avant. Égypte, Arabie Saoudite. Oui, mais surtout Émirats, qui sont très ambitieux et qui pensent que par leur alliance avec les États-Unis, ils vont devenir une grande puissance. Ils sont très jaloux des Qataris, parce qu'ils sont petits. Et vous savez, ils ont isolé le Qatar. Ils voulaient même faire un canal qui coupe le pauvre Qatar du reste de la péninsule arabique pour les isoler dans la mer. C'est faux. Nous sommes dans une ère, vous savez, on nous avait dit que le nouvel ordre mondial, après la chute du communisme, allait être un genre de paradis sur Terre. Et bien, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. On va vers le chaos, précise ensuite Leïla Chaïd dans cet entretien où elle fait certaines mises au point, saluant au passage le positionnement d'Emmanuel Macron au Liban. C'est suffisamment rare de pouvoir saluer une position politique de dirigeants français qu'il faut le faire, mais ne faisant pas moins remarquer qu'il y a des héritages à assumer, des héritages problématiques dans les interventions, les ingérences, le colonialisme occidental, français et anglais notamment dans cette région du monde, en Palestine et au Moyen-Orient en général, en ayant privilégié les élites de certaines minorités, en ayant fait découper des pays de manière assez artificielle, en ayant mis sur des trônes à la tête de certains États des gens qui venaient d'ailleurs, etc. Donc effectivement tout ça ça a contribué à plomber l'avenir, même si ça ne le résume pas. Donc voilà, le met à plat de manière claire et aussi comment il y a tout un axe. Donc en gros, les États-Unis, Israël, les pays du Golfe, qui sont non seulement contre-révolutionnaires contre l'émergence des pulsions démocratiques des pays arabes, mais aussi qui ont la tentation pour rester au pouvoir de suivre Trump dans la polarisation contre l'Iran. Et donc, comme ça conditionne plus facilement les sociétés concernées, mais avec les dangers qu'on imagine, c'est là où elle parle de chaos, mais aussi avec des recours possibles, des contestations souhaitables, notamment de la part des sociétés civiles qu'elle évoque, notamment sociétés civiles libanaises et palestiniennes, pour leur côté multiculturel et aussi ce que ça représente comme émergence de liberté individuelle en quelque sorte face aux contraintes de certaines structures qui continuent de s'imposer, notamment au Liban à travers le système confessionnel. Alors on la retrouve dans quelques instants pour continuer à préciser les choses. Vous savez, on ne se soulève pas sans raison, parce que ça coûte cher en vie humaine. Parce qu'on se fait taper sur la tête lorsqu'on est dans les rues de Paris, on peut mourir. On se fait tuer dans les rues de Chicago parce qu'on se fait tuer avec le genou sur le cou, comme on a vu aux États-Unis. Et en Syrie, au Liban, on se fait tuer avec des balles, comme en Palestine. On veut plus de liberté. Oui, mais c'est pour ça que je dis la révolte, elle coûte toujours la vie humaine. Et donc, s'il n'y a pas une motivation très forte, personne ne veut se révolter pour se révolter. C'est mai 68, ça c'est magnifique, mais vous étiez une démocratie déjà. Nous, c'est pas mai 68, nous, c'est une question vitale. On ne peut pas vivre sans dignité. Ni les Palestiniens, ni aucun peuple, ni les Yéménites, ni les Syriens, ni les Irakiens peuvent vivre sans. Ils ne veulent pas vivre sans dignité. Donc ils préfèrent, s'il faut mourir, pour que la prochaine génération ait le droit à la dignité. Et les Israéliens aussi veulent de la dignité. Sauf que lorsqu'ils sont menés par le bout du nez, par des racistes qui leur disent c'est le Dieu, Moïse nous a donné cette terre parce qu'il l'a offert uniquement comme terre promise aux Juifs, c'est du racisme parce que Dieu n'a rien à faire avec la terre. La terre est habitée par ses habitants et il y a assez de place pour tout le monde. Nous, on n'a jamais dit qu'on veut jeter les Juifs à la mer. On a dit que nous sommes prêts à faire un État laïque et démocratique pour tout le monde. Les Israéliens ont dit non, on veut un État juif, on est d'accord. Vous ne voulez pas un État laïque pour tous,
on va faire 2 États. Un pour vous, vous êtes libre de le faire comme vous. Et nous, le nôtre, qui sera laïque. Parce que nous ne voulons pas faire intervenir la religion dans l'identité nationale de nos citoyens. Et je crois que le monde est très responsable de ne pas avoir répondu aux Palestiniens. Parce que c'est très rare que les victimes d'une injustice aussi immense que l'injustice qu'ont subi les Palestiniens restent aussi seules face à une communauté internationale qui, paralysée par son histoire, parce que les génocides, c'est chez vous qu'il a eu lieu, c'est pas chez nous. Lorsque les gens étaient mis dans des fours crématoires dans les camps, et en Allemagne, et en Pologne, chez nous, ils étaient au pouvoir. Moi, dans la municipalité de mon arrière-grand-père, il y avait des Juifs qui étaient considérés comme une élite de la Palestine. Et des intérêts financiers, économiques, parce que bien sûr, on fait plus d'affaires avec Israël. Et Israël est plus intéressant pour l'armement, pour les drones, pour le système de télécommunication que la Palestine ou le Liban ou la Syrie, bien sûr. Et donc, les réseaux il y a une responsabilité de la communauté internationale et notamment de l'Union européenne, parce que le plus grand partenaire économique et sécuritaire d'Israël, c'est l'Union européenne, avant les États-Unis. Les États-Unis, c'est presque leur papa illégitime. Mais les États-Unis n'ont pas connu le génocide, n'ont pas de camp de concentration. Israël est fait d'Européens qui ont fui le génocide qu'ils ont vécu et qui ont été cherchés ailleurs. Et comme c'était une période coloniale, ils ont mis à la porte les Palestiniens, ils ont pris leur place. Mais il y a une responsabilité énorme, historique des Européens. Et ils ont préféré faire avancer leurs intérêts économiques et financiers et leur commerce que le droit international. Et nous sommes dans la situation où nous sommes. Mais comme plus tu la dis, mauvaise conscience. Les Palestiniens... Oui, non, c'est pas vrai. Je suis totalement opposée à cette version. Ça, c'est trop facile. Parce que c'est un crime contre l'humanité. C'est pas seulement les Européens qui devraient avoir une mauvaise conscience, c'est le monde entier qui doit avoir une mauvaise conscience. C'est pour ça que nous avons reconnu l'État d'Israël. Arafat nous a dit, nous ne sommes pas responsables du génocide, mais nous assumons les conséquences d'un crime contre l'humanité. Et nous sommes membres de cette communauté humanitaire et humaine et internationale. Et donc, c'est un crime contre toute l'humanité. Et nous, même si on n'a pas été acteurs de ce génocide, nous en subissons les conséquences et nous devons, dans notre relation juive du monde entier, leur reconnaître cette histoire-là. Et nous n'avons, jamais vécu de génocide. On a vécu un ethnocide, ça veut dire un nettoyage ethnique, une tentative d'annihilation de notre identité, mais nous, on n'a jamais été mis dans des fours crématoires. On ne nous a jamais dit qu'on allait nettoyer jusqu'au dernier Palestinien. Il y en a certains qui sont à la Knesset. Et donc, l'histoire de la culpabilité, c'est un peu un discours pour justifier. Non, moi j'ai été 10 ans ambassadeur à l'Union européenne. C'est bassement des intérêts financiers et commerciaux. Et, par exemple, j'ai vu des socialistes me dire, Madame Chaïd, il faut bien qu'on achète les comment on appelle les produits pharmaceutiques, les produits pharmaceutiques à bon marché. Lorsque tu vas à la pharmacie, on t'offre un générique. Les génériques. Ouais. Il faut bien qu'on achète les génériques les moins chers pour sauver notre sécurité sociale qui est en déficit. Ouais, j'ai dit oui, et alors on va les acheter aux Israéliens parce que c'est eux qui produisent les meilleurs génériques. Ouais. On doit bien acheter l'argument économique ce système qui peut se renverser aussi. Il y a quand même un marché émergent dans le monde arabe. Il y a aussi non, je ne parle pas de marché, je parle d'exportation israélienne. Israël exporte des génériques. Ce n'est pas les Européens qui le produisent, c'est les Israéliens qui le produisent. Mais comme ils exportent des génériques, ils exportent des drones, ils exportent des canons, des missiles, ils exportent leurs légumes lorsqu'elles sont produites dans les territoires occupés. C'est la violation même des principes européens. Et les Européens ferment les yeux en prétendant qu'ils ne savent pas qu'ils sont produits dans les colonies. Vous savez que vous mangez des oranges venant des colonies, vous achetez des télévisions qui sont fabriquées dans des colonies. Et lorsque certains pays courageux comme la Suède disent on devrait interdire les produits produits dans les colonies parce que c'est une légitimation de l'occupation, vous avez des pays qui appellent ça de l'antisémitisme. C'est ridicule, c'est pas de l'antisémitisme, c'est l'application du droit. Ouais, mais là je reviens justement à cette idée de complexe. Ouais. C'est pas
c'est pas ça, c'est l'argument bateau. Ouais. Je dirais que c'est un argument exploité par le gouvernement israélien, parce que regardez qu'est-ce qu'ils font à l'égard de Merkel lorsqu'elle ose prendre une position. Et c'est délicat, parce que quand même, c'est en Allemagne que ça a été le pire. Ils lui disent, comment tu oses parler d'Israël ? Toi, l'Allemande qui est issue du national-socialisme, et donc, bien sûr, elle se tait. Et donc, mais ça, c'est exploité par M. Netanyahou. Bien sûr. Non, la culpabilité, nous devons tous l'avoir, parce que nous sommes tous coupables de ne pas avoir arrêté ce génocide. Donc, ce n'est pas propre aux Européens. Mais ça ne justifie pas qu'Israël occupe d'autres territoires. Et c'est bien pour ça que nous avons compris ce que c'est que le génocide dans l'histoire, que nous avons dit, nous reconnaissons Israël et nous voulons vivre à côté. En faisant ça, nous renonçons à 78% de ce qui était la Palestine historique. Moi, mon père est né à Saint-Jean-d'Acre, Israël. Ma mère à Jérusalem-Ouest, Israël. Et j'ai reconnu les deux. Parce que je veux une vie pour mon peuple et que je sais par quoi sont passés beaucoup de survivants du génocide. Mais pas pour avoir Netanyahou face à moi qui dit que les Palestiniens, ça n'existe pas. Eh bien, merci Leïla Chaïd pour tout ce survol. Écoutez, analytique. Je suis une grande amie de Radio Zinzine que je connais depuis 40 ans. J'ai déjà été chez vous, j'adore votre travail. Vous avez toujours été des grands amis de la Palestine, mais aussi des grands amis de toutes les idées intelligentes, alternatives, de la pratique, à commencer par la radio libre, jusqu'à la politique, jusqu'à l'écologie. Je vous ai vu à Avignon dans tous les festivals et je suis très heureuse de parler à Radio Zinzine, en particulier à Alex. À bientôt. À bientôt. C'est avec le trio Joubran qu'on a fait cet entretien, qui accompagne musicalement cet entretien, et un morceau qu'on est en train d'écouter. De même qu'à un moment donné, il y avait un extrait aussi du dernier album dirigé par Kevan Chemirani, c'était La Cocotte Habibi, la cocotte chérie. Et voilà, un entretien qui faisait un survol à chaud, comme ça, au moment d'une rencontre qui a eu lieu à Banon et à Viens, autour du thème de la littérature comme recours, avec Leïla Chaïd qu'on vient d'entendre, mais aussi Françoise Nyssen et Laura Adler. Et il y avait également des lectures pour ce qui concerne la lecture de Nocturne qui a été faite au Bleuet à la librairie à Banon. Il y avait des textes lus par Didier Flamand, comédien, et Leïla Chaïd, pour sa part, avait choisi de faire lire un extrait du grand poète palestinien, mais à dimension universelle aussi, Mahmoud Darwish, extrait de Mémoire pour l'oubli. C'était surtout autour du café, du lever le matin, donc voilà, ça pouvait parler à tout le monde. Et également un extrait du livre de sa mère dont elle a parlé, Sirine Husseini Chaïd, Souvenir de Jérusalem. Elle a raconté aussi la genèse de ce livre, c'est-à-dire comment, en s'apercevant que des jeunes comme ça, des jeunes étrangers aussi, américains ou autres, ne connaissent pas du tout l'histoire de la Palestine. Et alors, à un moment donné, elle a dit à sa mère, à Sirine, mais écris-la ton histoire. Et c'est important de rappeler ce passé, cette mémoire, ce vécu. Et c'est ça, Souvenir de Jérusalem. Il y avait aussi d'autres lectures qui peuvent nous ramener à la région, par exemple celle d'Ahmed Atlan, lecture de prison, le turc, l'écrivain turc emprisonné. Il y avait aussi des lectures du livre à venir de Laura Adler sur la vieillesse. Elle a beaucoup réfléchi à la question, elle en a parlé de manière assez intéressante et aussi un peu inquiétante sur l'abandon des personnes âgées et surtout du rôle qu'elles pouvaient jouer ou qu'elles peuvent encore jouer dans nos sociétés. Et il y avait également Annie Ernaux, écrivain bien connu, ça c'était un choix de Laura Adler pour Les Années, ou Johan Didion, Le bleu de la nuit. Et voilà, c'était l'essentiel des lectures qui ont été faites ce samedi soir, mais d'autres ont été faites, d'autres interventions ont eu lieu, et les trois personnes en question ont longuement parlé de leur rapport à la littérature, y compris, c'était d'ailleurs comme ça que ça a commencé, à travers la crise du Covid.
Merci à toutes celles, tous ceux qui ont organisé cette rencontre. Merci à Leïla Chaïd d'avoir, comme ça, à chaud, spontanément, bien déroulé le fil de sa pensée et de sa mémoire sur la situation actuelle. Un petit détail, le montant des fonds évoqués pour le Liban, je pense je suis pas sûr du tout que ce soit la somme qui a été évoquée. Je crois que c'est plutôt de l'ordre de 350 millions d'euros, mais ça, de toute façon, il y a toujours une différence entre les sommes évoquées sur le coup dans les effets d'annonce et ensuite concrètement celles qui sont allouées. Et encore, faut voir comment elles sont allouées, à qui concrètement sur le terrain, etc. Avec un conditionnement de réforme que Leïla Chaïd appuie pour sa part concernant le Liban, le besoin de remettre en cause les structures clientélistes en gros. C'était Rencontre avec Leïla Chaïd, une émission de Radio Zinzine.